Vous n'êtes probablement pas passé à côté, Bybit, l'une des plus grosses plateformes d'exchange de crypto-monnaies, s'est fait hacker ce vendredi 21 février 2025. 400 000 ETH volés, soit l'équivalent de 1,3 milliard de dollars disparus en un instant. Mais alors, qui est derrière cette attaque? Comment une faille aussi énorme a-t-elle pu se produire? Et surtout, est-ce que vos fonds sont en danger? C'est les questions auxquelles on va tenter de répondre dans cette vidéo, et si tu penses que ça ne pourrait pas t'arriver, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce hack pourrait changer les choses. Donc c'est vraiment le plus gros piratage de l'histoire avec 1,4 milliard de dollars. Ici on peut voir d'autres hacks qui s'est passé, notamment Axie Infinity qui est le deuxième avec 625 millions de dollars. Mais encore une fois, et c'est pareil pour Poly Network, c'est des hacks qui sont un peu différents parce que c'était décentralisé. Si on regarde là, une plateforme centralisée, c'est Binance ici en 2022 avec 570 millions de dollars. Mais donc on est loin, on est sur un 2 fois et demi, presque 3 fois avec ici 1,4 milliard pour Bybit. Et sinon MTGOX qui avait fait énormément de bruit à l'époque, c'était 650 000 bitcoins estimé à environ 473 millions de dollars à l'époque. Donc c'est sûr que le marché était différent, la taille du market cap était différente, mais voilà, c'est vraiment beaucoup plus gros que MTGOX et donc c'est vraiment un événement qui secoue le monde des cryptos parce que c'est vraiment énorme. Alors étant donné que le hack il s'est fait en ETH, on pourrait se demander quel est l'impact sur la valeur d'Ethereum. Et bien dès qu'on a eu l'annonce, ici on est passé de 2844 dollars à voilà 2600 dollars, donc une chute de moins 8%. Ce qui n'est pas encore trop énorme vu l'amplitude, mais on va le voir par la suite qu'il y a certains facteurs qui font que cette baisse n'était pas aussi énorme qu'on pourrait le croire. Et également sur Bitcoin, eh bien c'est assez similaire. On était juste aux portes des 100 000 dollars juste ici. Et au final, on est redescendu vers les 95 000 dollars. Donc voilà, une petite chute également ici de moins 4, moins 5%. Donc c'est pas encore trop énorme. Tout le marché crypto a c'est sûr un petit peu corrigé, mais on aurait pu s'attendre à bien pire étant donné les sommes qui étaient en jeu. Alors assez rapidement, il y a Benzu qui a fait en live. Donc Benzu c'est le CEO de Bybit et donc il l'a fait en live pour un peu rassurer et pour répondre à pas mal des questions. Donc on va voir qu'on s'appuie beaucoup sur ce live là parce qu'il a donné pas mal de faits sur comment ça s'est déroulé, comment ça se fait qu'il y a une faille comme ça qui a eu lieu, et également pour rassurer les gens, il a dit par exemple dans son live que même si nous sommes confrontés à un bank run, ce n'est pas un problème, nous avons suffisamment de jetons à distribuer aux clients. Et donc ça c'est sûr que en fait on a vu un retrait massif des gens, il y a eu un volume de retrait qui était 100 fois supérieur à la norme et donc c'est sûr que c'est très compliqué pour une plateforme, comme ils le disent ici, c'est un bank run parce que toutes les plateformes, que ce soit même des banques, elles n'ont pas toute la liquidité des clients. Mais comme le dit ici Benzu, eh bien ils ont une trésorerie de côté et donc dès qu'il y a des gens qui demandent des retraits, ils vont faire l'opération, même si ça peut prendre un peu de temps parce que c'est un peu congestionné, comme on l'a dit juste avant, il y a plus de 100 fois le volume habituel de retrait et donc parfois ça peut prendre plusieurs heures, mais en tout cas pour l'instant tous les clients ont vu leur demande de retrait arriver à bout. Et ça, c'est une très bonne chose et c'est vrai que c'est rassurant par rapport au fait qu'ils communiquent vite et qu'également toutes les demandes de retrait sont assurées et que ils le disent ici, il y a plus de 20 milliards de dollars en trésorerie. Donc c'est sûr qu'ils ont des fonds de côté pour assurer les retraits des clients. Donc là-dessus, c'est vraiment un point positif, le fait que la plateforme réagisse aussi vite et aussi bien. On n'est pas comme des cas avec une FTX où vraiment il y avait zéro communication et on voyait que ça sentait pas bon. Je fais une petite interruption pour te dire que si tu apprécies le contenu que je te propose, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et puis mettre un petit commentaire, ça me soutient et je te remercie énormément. Maintenant, comment est-ce que c'est possible qu'une faille aussi énorme que celle-ci ait eu lieu sur un exchange tel que Bybit qui est vraiment un très gros exchange? Alors c'est vraiment une histoire qui est assez folle parce que vous allez voir que notamment Benzu et d'autres personnes de l'écosystème Bybit ont fait des erreurs importantes et pour un exchange aussi gros, c'est vrai que c'est quand même des choses qui sont embêtantes. Donc pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, Bybit, ils ont ce qu'on appelle des cold wallets et des hot wallets. Les cold wallets, ça va être là où est toute la trésorerie, là où il y a le plus gros des fonds de Bybit. C'est sur des hardware wallets, donc des petites clés physiques. Eux, ils utilisent la marque Ledger d'ailleurs. Je vous ai fait pas mal de vidéos et tout, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez vous choper une petite hardware wallet, je vous mets la vidéo juste ici. Et du coup, c'est des clés physiques qui permettent de valider les transactions. Donc appuyer sur des boutons physiques pour qu'une transaction ait lieu. Ce qui limite tout ce qui est risque de hack parce que il faut vraiment être là physiquement et en plus il y a d'autres mécanismes qui sont en place que je vais vous expliquer juste après. Mais voilà, ça c'est vraiment la partie cold wallet et puis la partie hot wallet qui permet par exemple aux clients de retirer de l'argent facilement, de transférer entre les wallets et donc c'est vraiment cette partie là qui va être active alors que les cold wallets c'est plus une partie qui a cold comme il est mis, donc c'est des wallets froids qui sont où il y a très peu de transactions, c'est simplement pour garder les fonds. Et l'idée, donc Ben l'a expliqué durant le live, c'est que toutes les 3 semaines, ils font une transaction des cold wallets vers les hot wallets, tout simplement pour remettre de la liquidité parce que y a des mouvements et donc ils font des transactions entre les deux. Et donc justement, ce vendredi 21 février, ils devaient faire ces transactions des cold wallets vers les hot wallets. Et donc le processus qu'ils ont pour faire ce genre de transfert, c'est tout d'abord avec des appareils physiques Ledger et également avec du multisig. Donc c'est du multisignature, c'est le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui doivent valider pour que la transaction
ait lieu. Donc ça aussi avec des appareils Ledger, eh bien là dans ce cas-ci, il y a 3 personnes pour Bybit qui sont responsables de ça. Et donc pour faire la transaction, il faut qu'une première personne ait sa Ledger et accepte la transaction, une deuxième également et une troisième qui est Benzu, le CEO, qui doit valider la transaction pour que finalement elle s'envoie vers le hot wallet. Et là ce qui s'est passé, c'est que le hacker ou le groupe de hackers, on en reviendra un petit peu juste après, eh bien a tout simplement créé une interface, il a dupliqué une interface qui était normalement utilisée pour la multisignature et il a changé cette interface pour que l'adresse de destination qui est affichée sur l'écran soit celle du hot wallet, mais qu'au final, quand il clique et qu'il approuve la transaction, eh bien finalement ça part sur le wallet du hacker. Et c'est comme ça que 400 000 ETH ont été volatilisés avec une interface qui a été clonée. Et donc c'est un mécanisme qui est quand même assez sophistiqué parce qu'il faut que le hacker recrée une page, que le lien arrive, le lien de la page clonée arrive directement à Benzu. Donc c'est vrai que c'est des procédures qui sont quand même assez complexes. Et donc une fois que Benzu a accepté la transaction et donc était le troisième à accepter, eh bien la transaction est partie directement sur le wallet du hacker. Et c'est après quelques minutes que Benzu s'est rendu compte que voilà, les fonds n'arrivaient pas sur le hot wallet. Et donc au début, il a cru que c'était un problème de Safe qui est la plateforme qui permet de faire du multisignature. Donc c'est d'abord ce qu'il a dit, même pendant le live, il n'était pas encore vraiment sûr. Et au final, il s'est rendu compte que c'était pas du tout ça le problème. C'était bien l'interface qui avait été changée. Et donc la grosse erreur qu'ils ont fait, et c'est vraiment là que ça devient vraiment abusé, parce que pour des fonds aussi énormes, des plateformes aussi énormes, c'est une erreur qui est vraiment, on va dire, indispensable à faire. C'est que sur les appareils physiques, Ledger comme je vous parlais, eh bien, on peut valider la transaction. Mais avant de valider, on a en récapitulatif notamment l'adresse de destination. Et oui, sur l'écran, l'adresse de destination était truquée et il était mis que c'était l'adresse du hot wallet alors que c'était l'adresse du hacker. Mais sur la device, donc l'appareil Ledger, là, pour le coup, c'était la bonne adresse. C'est justement l'avantage d'avoir des appareils physiques comme ça qui ont un écran. C'est parce que, eh bien, il va vous montrer en récapitulatif et ça, c'est pas hackable en fait. C'est directement lié à la blockchain. C'est pas via une interface ou quoi. Et donc, sur son petit écran de Ledger, il aurait pu voir, s'il avait vérifié, il aurait pu voir que la destination, l'adresse de destination, c'était pas celle de son hot wallet et pas celle qu'il voyait sur l'écran. Et donc là, je parle pour Benzu, mais c'est également la même chose pour les 2 autres personnes qui ont validé la transaction. Donc il y a 3 personnes qui ont vérifié, mais qui n'ont pas regardé directement l'adresse sur l'appareil physique. Et cette erreur, ça leur a coûté 1,4 milliard de dollars. Mais alors, qui est derrière ce hack? Eh bien, selon plusieurs sources, c'est pas encore sûr à 100%, mais il y a quand même de fortes probabilités. Ça serait le Lazarus Group, donc c'est un groupe en Corée du Nord qui travaille avec le gouvernement pour soutirer le maximum d'argent via des hacks et des piratages. Donc c'est un groupe qui est vraiment très connu parce qu'ils ont fait énormément de hacks, que ce soit dans les cryptos ou même dans le monde traditionnel. Et voilà, c'est une partie même assez importante du PIB de la Corée du Nord. C'est tout ce qui vient des hacks. Bon, bien sûr, c'est pas transparent, mais c'est quelque chose qui est connu. Et donc, ce groupe, comment est-ce qu'ils ont procédé? Eh bien, dès qu'ils ont reçu les 400 000 ETH, ils les ont séparés dans des adresses, chacune contenant 10 000 ETH. Comme on peut le voir ici, ça fait 40 adresses de 10 000 ETH. Donc, ça permet comme ça de disperser les fonds. Le problème, et ça, c'est le problème pour eux, mais c'est un avantage pour nous et surtout pour le marché. Et c'est pour moi le facteur principal qui fait que le marché n'a pas crash autant, c'est que ces fonds-là, ils vont avoir très compliqué de les bouger. Parce que réaliser un hack et sortir les fonds, c'est pas le plus dur. Le plus dur, ça va être après, comme dans le monde traditionnel, de blanchir, on va dire, ces crypto-monnaies en les sortant en cash, en euros. Et vu que la blockchain, c'est transparent, c'est en livre ouvert, eh bien, on peut voir tous les mouvements qu'ils font. Et là, avec 400 000 ETH, vous vous dites bien qu'il y a énormément de personnes qui vont regarder et qui vont suivre les flux de ces adresses. Donc, l'idée, c'est que là, ils peuvent pas faire grand-chose. S'ils les convertissent, qu'ils essayent de les changer en USDC ou en USDT, donc des stablecoins, eh bien, ils se feront tout simplement geler les fonds directement parce que l'USDC ou l'USDT, c'est des plateformes centralisées. C'est Tether, c'est Circle et ces plateformes-là, eh bien, quand il se passe des choses comme ça, elles ont l'obligation de bloquer et donc de freeze, de geler les fonds et donc les hackers ne pourront rien faire avec. Donc, ils ne peuvent pas faire ça et pour blanchir cette somme d'argent, il y a des systèmes comme Tornado Cash qui permettent de transférer vers d'autres wallets, mais avec autant de sommes, quand c'est des aussi gros montants, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas blanchir autant d'argent parce que le principe de Tornado Cash, c'est de, par exemple, prendre un petit peu de vos fonds, un petit peu de fonds d'autres personnes, tout mélanger et puis redisperser le tout vers plein d'adresses. Sauf que ça marche quand vous avez peut-être un ETH, 2 ETH, mais 400 000, ça ne marchera pas parce que ça sera des flux trop importants et donc on verra les adresses de sortie directement. Et de son côté, Bybit a lancé un bounty de 10%, donc ce qui revient à 140 millions de dollars actuellement
pour chasser les auteurs du plus grand vol de crypto-monnaie de l'histoire. Donc c'est vrai que c'est assez fou, mais je sais pas, j'ai envie de voir comment ça va se dérouler par la suite. Je pense que ça reste quand même d'être assez compliqué de récupérer ces fonds-là, sauf s'il y a des accords qui se font entre peut-être le Lazarus Group et Bybit, mais sinon c'est des fonds qui vont être en fait bloqués directement parce que dès qu'il va y avoir des échanges, ça va être très compliqué de blanchir ces crypto-monnaies-là. Et en même temps, de l'autre côté, le Lazarus Group, il s'est quand même bien organisé et ça m'étonnerait que des personnes arrivent à remettre la main dessus. Et suite à ce hack, il y a eu des idées qui font débat, notamment sur le fait d'un potentiel fork sur Ethereum afin d'empêcher les hackers de liquider les 400 000 ETH volés. Donc qu'est-ce qu'en fork? En fork, ça va être un peu une branche d'une blockchain. Donc Ethereum étant une blockchain, eh bien de temps en temps, par exemple en 2017 comme il est mis juste en dessous, il peut y avoir via la communauté, on va voter en fait, et plus tu as d'Ethereum ou plus tu as de tokens de la blockchain, eh bien plus tu vas avoir un pouvoir de vote important. Et le vote, ça pourrait être, voilà, est-ce qu'on fait en fork, donc est-ce qu'on fait une deuxième branche sur Ethereum pour revenir un petit peu dans le temps et donc annuler la transaction des 400 000 $ pour qu'en fait il n'y ait plus aucune valeur sur les wallets des hackers. Maintenant, c'est vrai que ça pose pas mal de questions éthiques. En 2017, il s'était passé en fork similaire après le hack de TheDAO permettant de restituer les fonds, mais cette fois la situation, c'est vrai qu'elle est bien différente parce que modifier la blockchain pour annuler ces transactions, ça poserait vraiment des questions existentielles et ça prouverait que Ethereum est centralisé. C'est sûr que sur Bitcoin, il ne va jamais se passer quelque chose comme ça, même si c'est des décisions qui sont faites par la communauté et donc par les détenteurs. C'est sûr qu'on est seulement aux premiers éléments qui tendent à montrer que c'est la Corée du Nord et le groupe Lazarus, mais c'est pas non plus 100% sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est un débat qu'il faudra voir comment ça évolue par la suite. Ça reste de toute façon des votes de la communauté, donc c'est la communauté qui décidera. Et comme le dit ici Arthur Hayes, il a dit qu'en tant que détenteur majeur d'Ethereum, il soutiendra la décision de la communauté si elle choisit le fork. Donc voilà, ça pose pas mal de questions. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est vrai que ça reste important, même si c'est des sommes d'argent, c'est des hacks, ça pose aussi des questions un peu plus existentielles sur le futur de la blockchain. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui retraçait un petit peu l'événement Bybit. J'espère que vous aurez mieux compris et également pensez bien à ne pas laisser vos fonds sur vos exchanges et également lorsque vous faites des transactions avec un cold wallet, vérifiez bien l'adresse directement avant de l'approuver directement sur l'appareil physique. Et d'ailleurs, si tu n'as pas d'appareil physique, je te recommande cette vidéo qui te montre en comparatif entre Ledger et Tangem, deux wallets qui sont très connus. Il y a des avantages et des inconvénients, je te laisse aller voir la vidéo. Et sinon, moi, je te dis à la prochaine. Ciao!